Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tout petit tour d'arrivage de certains produits qui sont arrivés majoritairement cette semaine, certains la semaine dernière. Voilà, j'aurais pu vous montrer plein d'autres jeux comme Seven Wonders Architect par exemple qui m'attirent beaucoup. Mais voilà, j'avais eu quand même des très gros coups de cœur sur Res Arcana, Unmatched et The Hunger, forcément le nouveau jeu de Richard Garfield. Celui-ci, donc je vais vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui, on va regarder ensemble. Je vais vous parler principalement de The Hunger parce que c'est le seul que j'ai joué pour le moment. Pour l'instant, c'est quoi? J'ai fait 2 parties, donc mon avis sur The Hunger est vraiment très très limité. J'ai pas joué vraiment à fond. Mais voilà, je voulais regarder un petit peu tout ça. On va commencer par l'extension de Res Arcana. Donc Res Arcana, c'était ce jeu-là qui est sorti il y a quasiment 2 ans maintenant, qui a eu l'As d'Or à Cannes, je sais plus quand, l'année dernière, un truc comme ça. Res Arcana, je vais pas m'étendre à nouveau dessus, j'ai fait 2 vidéos, vous savez à quel point je kiffe ce jeu. Alors malheureusement, j'ai pas joué depuis un certain temps, pour être franc avec vous, je n'ai même pas testé la première extension qui apportait, il y avait des démons, voilà, un petit peu au même titre que les créatures et les dragons, je suppose. Mais c'est vrai que j'y ai pas joué, donc je sais pas exactement si ça a bien développé le jeu ou non. Et là, il y a une nouvelle extension qui sort qui s'appelle Perlae Imperi. J'ai du mal à lire avec la police. Ouais, c'est ça, Perlae Imperi. Alors, on va regarder, tac tac, un petit peu l'arrière de la boîte. Le long d'une côte sauvage, un mage se prépare à plonger au fond de l'océan à la recherche d'une fabuleuse perle de pouvoir. Pendant ce temps, une draconiste se rend sur l'île de Sang en quête du plus ancien des dragons. Perlae Imperi, seconde extension du jeu Res Arcana, propose un nouveau type d'essence, les perles, ok, et prolonge le jeu jusqu'à 13 points de victoire. De nouveaux mages, objets magiques, monuments, lieux de puissance et artefacts viennent ainsi s'ajouter à vos parties. C'est une extension, faut la boîte de base, bla bla bla. 12 artefacts, etc. Écoutez, on s'en fiche, on va ouvrir la boîte. Ouais, il faudrait vraiment que je me remette à jouer à ce jeu-là, parce que ça a été un vrai coup de cœur. Moi, j'adore les jeux à gestion de ressources, avec des actions. Évidemment, quand il y a des cartes avec des combos. Hop, c'est très dur à ouvrir. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai pas joué depuis des lustres. Mais là, ouais, la nouvelle extension a l'air plutôt cool. Alors, voyons voir... Tac, ce qu'il y a dedans. Donc vous avez une petite règle du jeu. Alors une FAQ, la mise en place, le nombre de monuments en fonction du nombre de joueurs, la même chose pour les lieux de puissance. Déroulement d'une partie, les règles de base s'appliquent avec les modifications suivantes. La fin de partie survient si un joueur a atteint ou dépassé 13 points au lieu de 10 au moment d'un contrôle de victoire. C'est quand même étonnant dans la vie d'un jeu qu'il y ait une règle du jeu qui change à ce point-là. Pourquoi pas? Les parties devaient devenir un peu trop rapides à leur goût. Les perles, alors... Les perles sont un nouveau type d'essence, cependant les pouvoirs qui permettent de générer des essences de n'importe quel type, sauf de l'or, ne peuvent pas générer de perles. De même, les réductions qui ne s'appliquent pas sur l'or ne s'appliquent pas non plus sur les perles. Ok, bon, c'est un nouveau type vraiment bien particulier, un petit peu comme l'or finalement. À son tour de jeu, un joueur peut convertir une ou plusieurs perles de sa réserve en un or chacune, ou 2 essences quelconques, chacune identique ou différente, mais ni or ni perle. Un joueur peut aussi convertir des perles de sa réserve en dehors de son tour s'il utilise un pouvoir de réaction ou s'il répond à la condition d'un pouvoir de réaction.
Par exemple, s'il est attaqué par un dragon. S'il y a conflit pour l'ordre de résolution d'une action, par exemple, si 2 joueurs attendent de voir ce que va faire l'autre avant de décider de convertir leur perle, vous devez résoudre cette action dans l'ordre du tour en commençant par le joueur qui a le marqueur premier joueur. Lors d'un contrôle de victoire, chaque perle stockée sur un élément de jeu ou dans la réserve d'un joueur compte comme 1 point de victoire. Oh la vache! Ouais, d'où les 3 points supplémentaires à mon avis. Ainsi, chaque berceau de perles vaut 3 points, 2 grâce au berceau et 1 PV pour elle-même. Les perles valent déjà des points de victoire et donc ne doivent pas être prises en compte pour départager les égalités. Ok. L'aide de jeu vous rappelle ces quelques règles ainsi que la mise en place adaptée au nombre de joueurs. Précision, blablabla. Oui, bon, bah finalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Ici, on a une petite tuile pour la mise en place. Ici, on a un nouveau lieu de puissance. Ah, c'est vachement beau, dites donc. Ok. Recto verso. Oh, c'est sublime. Ouais, fin de partie, donc le rappel des points de victoire pour les perles. À tout moment, on perd une perle pour gagner 2 essences, sauf de l'or ou un or. Et ça déjà, je ne sais plus ce que c'est. Ça veut dire quoi ça? Bon, bref. Île sanguinaire. Waouh, ça aussi. Waouh, vachement beau l'illure. Donc des nouveaux lieux de puissance. Les fameuses perles, super jolies. Tac tac. Ah ouais, ok, elles sont plates. Ouais, c'est pour éviter qu'elles roulent. Plutôt pas bête. Ok, et des nouvelles cartes. Alors, on va les regarder. Ah, il faut vraiment que j'y rejoue à ce jeu. On a 1, 2, 3, 4 nouveaux mages. 1, 2, 3, 4 monuments. Et ensuite, un assortiment d'artefacts. Le draconiste. On récolte un rouge. On engage la carte, on place une créature avec son coût réduit de 2. On l'engage et on détape un dragon. Nautilien, c'est un mage. On l'engage, on perd 2 bleus. On place une perle sur cette carte. On l'engage, on perd un bleu. On gagne un or. Ouh, ça c'est bon ça. Le distilleur. On l'engage, on gagne un bleu. On l'engage, on perd une essence sauf une perle. Et on place l'essence payée sur n'importe quelle carte. Ok. On l'engage, on perd un or et une perle. On place une perle payée sur n'importe quelle carte. Bon, bah là, de toute façon, j'ai du mal à voir un petit peu ce qu'on peut faire. L'illusionniste, au début du tour, on récolte une ressource sauf un or, 2 pouvoirs de réaction, on l'engage en tant que, ça c'est les démons je pense, ça devait être apporté par la 2e extension, je connais pas le symbole donc je pense que oui. Réagissez quand vous utilisez un pouvoir, on l'engage. Ah ok, on engage ça et ça compte comme si on avait engagé soit ça, pour le pouvoir d'autres cartes. D'accord. À nouveau une réaction, on l'engage, on perd 2 ressources. En tant que créature, que dragon, pardon. Je comprends pas cet effet. On va regarder la règle. Je ne comprends pas. L'illusionniste. Ah bah, c'est pas expliqué. Ah, c'est pas expliqué. Bon, bah, si quelqu'un peut... Bah, en fait, ça doit être comme là-haut. Hein. Je pense que ça sert à engager cette carte-là et à dire que c'est soit ça, soit ça, soit ça, pour combo d'autres cartes. Je pense que ça doit être ça. Alors, 4 nouveaux monuments. Ils s'achètent tous à 4 or comme d'habitude.
Réagir quand vous placez un autre monument. On l'engage, on place un or sur cette carte. Et ensuite un point de victoire, plus un point additionnel par or sur cette carte. La grande muraille, on récolte un rouge, on réagit une perte de points de vie, on perd à la place un rouge. Oui, on ignore, ok, ça vaut 2 points, ça vaut 1 point, on l'engage, on perd 2 noirs et on gagne une perle. Et celle-ci, waouh, c'est beau, ça vaut 2, on perd ça, et on met une perle sur cette carte. Ok, ouais, et puis les perles, c'est des points de victoire, donc... Et ensuite, on a tout un tas de cartes artefacts. On a des démons, des créatures, encore une créature, dragon, créature, démon, tac, tac, tac. Hop ça. Alors, c'est vraiment magnifique. Hein. Le dragon ancien, 6 et 6, bon c'est cher, ça vaut 2 par contre. Ne peut pas être mis en jeu par la dent de dragon et ne peut pas être détruit par dague sacrificielle. Ah, c'est marrant, tiens. Il commence à faire des effets comme ça. What the fuck? On l'engage, tous vos rivaux perdre 3. Ou alors, ils peuvent choisir de perdre une perle, 2 ors. Oh, c'est fort! Le corbeau, tiens, ça vaut 0. On récolte une essence noire et on réagit quand vous gagnez de l'or. On l'engage, on gagne une ressource sauf de l'or. Ah, sympa ça. Le phénix, on l'engage, on gagne un or. On réagit une perte de points de vie. Et on fait quoi avec ça? C'est quoi déjà? Je ne sais plus. On perd cette carte. Je trouve ça bizarre. Bon, on perd cette carte, on annule la perte de points de vie. Et ensuite, on gagne 4 rouges et on place cette carte au-dessus de votre pioche. Ouais, bah c'est ça. Bah ouais, c'est le phénix. Hey, hey. Oh, le dolphin! C'est une créature de 2... Ah ouais, dont 2 ors quand même. Hein. On récolte une perle au début du tour. Ah ouais. On l'engage, on gagne 3 bleus, chaque rival gagne un bleu, on réagit à une perte de points de vie, finalement on perd un bleu. Sympa. La roue de supplice, ça c'est un démon. On l'engage, tous les joueurs perdent un point de vie. Et on réagit quand on perd de la vie, on perd 3 ressources. Non, on gagne 3 ressources, sauf de l'or. Waouh, vaisseau fantôme. On récolte un bleu, on l'engage, on perd un vert, on place une carte depuis notre défausse, enfin on met en jeu une carte depuis notre défausse à -2. Sauf de l'or, on ne peut pas réduire de l'or. On l'engage, on perd un noir, on gagne un or. Waouh, on récolte, tac tac, c'est ça ou ça je crois, hein, de mémoire. On l'engage, on perd 3 verts, on gagne une perle. On perd une perle, on gagne 6 ressources qu'on place sur cette carte. La vache! La conque de guerre. Là, on gagne les 2 ce coup-ci. Ensuite, on perd ça. On place 5 noirs sur cette carte. Ensuite, on détruit n'importe lequel de ces artefacts après avoir engagé cette carte. Et on gagne autant de ressources plus 2 que son coût, mais pas en or. Oh là là, c'est vraiment un gros casse-tête de conversion de ressources, ce jeu. La boussole, sinon, on l'engage, on perd 4 bleus, on gagne une perle et on pioche une carte. Ok, et on gagne un bleu en récolte. Sinon, on l'engage, on pioche 3 cartes et on réordonne. On les réordonne et on les replace sur la pioche. Ça fonctionne aussi sur les monuments, la vache. Le poinçon en ivoire, ça coûte 2 ors, 1 rouge. On l'engage, on perd une perle. On place ce qu'on veut. Démon, dragon, créature, avec son coût réduit de 6. Pouah! Ouais, alors j'ai l'impression quand même que les perles, ça a une très forte valeur d'échange. Hein.
Et ensuite, on peut perdre un bleu, perdre 2 rouges et gagner une perle. Ouais, les perles, c'est très 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 cher. Srivatsa. En récolte 6 perles, reste sur ça. Ah ouais, alors, donc s'il y a une perle sur cette carte, on va gagner un or ou 2 ressources, sauf or. Et ensuite, on l'engage, on perd une perle et on la place sur cette carte. Ok. Ligne de vie, 2 verts, 2 bleus, on récolte un vert, on l'engage. On perd une perle, on gagne 3 ors. Ah ouais, non mais d'accord. Non mais la perle, c'est la méga ressource de ouf. On l'engage, on perd un vert, un bleu, et on place une perle sur cette carte. Ok, alors c'est dur. J'aurais bien ouvert cette extension-là aussi, mais bon, elle est sortie depuis un petit bout de temps, je pense que vous la connaissez. Elle est à peu près du même acabit, 12 artefacts, 4 mages, 4 monuments et des pions. 2 tuiles de lieu de puissance, idem. Un objet magique là, 2 ici. 8 tuiles parchemin. Ah, il y avait quand même des parchemins. Des trucs un petit peu nouveaux, mais c'est un petit peu la même contenance. Ça fait relativement peu si on s'attache au nombre de cartes qu'il y a à l'intérieur. Mais là, comme vous avez pu le voir, c'est un jeu qui est quand même d'une grande richesse. Pas très compliqué à apprendre à jouer, mais à jouer vraiment assez complexe et assez riche. Et là, moi, rien qu'à la lecture des cartes, je suis paumé total. Je pense qu'il faut vraiment jouer et se rendre compte des nouvelles combos, des nouveaux trucs qu'il y a à faire. Et je pense que c'est assez énorme. Alors, il y a un nouvel objet qu'il y a dans la dernière extension, c'est Calcination. On l'engage, on perd 3 ressources et on gagne une perle. Waouh! Ok. Eh ben, j'ai hâte de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? On a reçu Unmatched, la dernière boîte. C'est comme d'habitude avec Unmatched, en même temps une extension et en même temps une boîte de base totalement autonome du reste. Quand je dis que c'est une extension, c'est pas vraiment une extension au sens propre, au sens premier du terme. Une extension, normalement, c'est comme Res Arcana, justement. C'est des cartes en complément qui viennent intégrer le jeu de base. Et comme dans Unmatched, vous avez une petite figurine, un personnage accompagné de son deck unique, vraiment affilié. On ne peut pas mélanger les cartes d'un deck à un autre. C'est pas vraiment une extension, mais ça vient étendre le jeu déjà existant. Et on peut faire combattre n'importe quel personnage contre n'importe quel autre. Les persos de la boîte de base contre les persos de cette extension. Donc voilà, c'est l'extension Cobble and Fog. C'est jouable en 30 minutes comme d'habitude, entre 2 et 4. Et là, au niveau des personnages, on a Dracula, Jekyll et Mr. Hyde, l'homme invisible, Sherlock Holmes. Non mais c'est juste une tuerie. Regardez un petit peu. Hop. Tac tac. Ça a l'air d'être assez joli comme d'habitude. On a également un nouveau plateau de jeu. Alors ça c'est super cool, on en est à 3 plateaux maintenant. Toc, Unmatched, ça a vraiment été un gros coup de cœur pour moi. Hop, décidément j'ai du mal à ouvrir aujourd'hui. Moi qui ne suis pas trop finalement jeu de plateau avec des cases, des pions, des figurines, etc. Encore moins jeu de figurines. Vrai jeu de figurines pour le coup. Unmatched, c'est vraiment un jeu de plateau figurine, mais assez limité. Et c'est vraiment plus un jeu de cartes. Mais il y a la petite alchimie qui fonctionne très bien. Et puis c'est super simple et super rapide. Hop. Non, vraiment, pour moi, ça a été une grosse surprise. Battez-vous à armes inégales. Unmatched. Bon, je pense que la règle n'a pas bougé d'un iota. Alors, je peux quand même vous la faire voir parce qu'il y a un petit travail quand même avec une contextualisation de la règle par rapport à l'extension. Donc là, on voit, c'est un peu le trip ancien temps, époque victorienne et tout. Cobble and Fog.
Matériel, bon, on va regarder tout ça ensemble. Héros et acolytes, bon, après, ça réexplique les règles du jeu. J'avais fait une vidéo sur la chaîne où il me semble que j'expliquais les règles, où on avait fait une partie, ou les deux. Je ne sais plus trop, mais vous pouvez toujours retrouver ça. Combat de monstres, Bigfoot versus Méduse. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a tous les cadrans pour les héros, Sherlock, Watson, Dracula. Oh là là, Dracula, c'est trop cool. L'homme invisible, oh la vache, il a des tokens, l'homme invisible. Et Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ok. On a un petit plateau, enfin petit, c'est exactement la même taille que tous les autres. Hein. Alors, voyons voir. De l'espèce de forêt. Enfin, c'est pas vraiment une forêt, mais il y a des arbres dans une zone bleue, une zone un peu grisâtre. Ah, c'est plutôt très... Oh, wow, une baraque et tout, génial. Ah, c'est cool. Ça me fait penser au Fantôme de minuit, un ancien jeu de Ravensburger que j'ai racheté il n'y a pas si longtemps pour jouer avec mon gamin, un jeu que j'avais quand j'étais gosse, que j'avais adoré. Et ça me rappelle un petit peu les pièces de ce jeu-là. J'adore. Ah, super intéressant là. On a accès à... Bah ouais, on est surélevé, c'est logique. Là après on descend, bam, tac, tac. Ah, cool. Intéressant le plateau. Et là... Ah bah c'est super cool aussi. Ah ouais, les ruelles genre Jack l'Éventreur et tout. Génial. C'est vraiment très très joli. Tac. Et ensuite, les figurines. Alors, ça c'est qui ça? C'est Sherlock ça? Non, je sais pas. Qui c'est ça? Je ne sais pas qui c'est. L'homme invisible, c'est le bleu. Le vert, c'est Dr. Jekyll. Le jaune, c'est Sherlock. Et le rouge, c'est Dracula, du coup. C'est Dracula, lui? Bah écoutez, faut croire. On voit pas super bien avec la caméra. Elles sont vraiment très très belles, les filles. Là, on a l'homme invisible. Ah, génial! Excellent! Excellentissime. Ça, c'est Dr. Jekyll. Ok. Et ça, c'est notre ami Sherlock. Vraiment cool. Alors, Dracula est accompagné de 3 acolytes. Ok. Dr. Jekyll n'a pas d'acolyte. C'est bizarre. Ça, c'est Sherlock, donc accompagné de Watson. Et l'homme invisible n'en a pas non plus. C'est fort étonnant. On va essayer de regarder un petit peu les cartes. Si j'arrive à bien remettre mon support. Toc. Alors, ça c'est Dracula accompagné des sœurs. Ça c'est pareil, hein, ce jeu-là, j'y ai pas mal joué au début quand la boîte de base est arrivée. J'avais joué un petit peu à l'extension, mais j'ai pas refait de partie depuis des lustres. Alors, Dracula et les sœurs, ça combat en mêlée. Santé 13. Déplacement 2. Au début de votre tour, vous pouvez infliger un dégât à un combattant adjacent à Dracula. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Bon, les actions n'ont évidemment pas changé. La santé de départ. Token x3. Je sais même plus ce que c'est la santé des héros. Bon, on va pas tout lire parce que ça fait quand même l'air de rien pas mal de cartes, mais j'aimerais bien vous filer une petite partie. Dracula, forme animale. Pendant le combat, vous pouvez défausser n'importe quel nombre de cartes de votre main. Ajouter 1 à la valeur
de cette carte pour chaque carte ainsi défaussée. Wow, c'est fort ça. Forme éthérée, placez Dracula sur n'importe quelle case, gagnez une action. Wow. C'est cool. Soif frénétique. Pendant le combat, ajoutez 1 à la valeur de cette carte pour chaque sœur dans la même zone que le combattant adverse. Baptême du sang. Récupérez 2 points de vie. Renvoyez une sœur vampire, enfin une sœur vaincue, s'il y en a, sur une case dans la zone de Dracula. Bien. Ouais, Dracula, j'ai trop envie de le jouer. Oh, c'est trop bien. Puis alors, l'ambiance graphique du jeu, c'est très spécial, hein, je comprends qu'on ne puisse pas aimer, mais je trouve que c'est très stylisé et ça nous met vraiment dans le truc. Ok. Alors, hop. Ça, c'est qui? C'est donc Sherlock. 16 points de vie, Sherlock. La santé de départ de Watson, c'est 8. Alors, j'ai abîmé l'ouverture. Facile, non, c'est bon. Corps à corps pour Sherlock, à distance pour Watson, déplacement de 2. Les effets des cartes Holmes et Watson ne peuvent pas être annulés par un adversaire. Bien. Les effets des cartes tous peuvent être annulés. Ok. La partie est lancée. C'est la grosse carte de Holmes. Après le combat, déplacez Holmes de 3 cases maximum. Ouais. Éliminez l'impossible. Choisissez un adversaire, consultez sa main et choisissez une carte dont il doit se défausser. Ça, c'est bon. Confirmez les soupçons. Choisissez un adversaire et annoncez une valeur. Votre adversaire doit défausser une carte de son choix dont la valeur d'attaque ou de défense correspond. Son héros subit autant de dégâts que la valeur de boost de la carte défaussée. S'il n'a aucune carte de la valeur annoncée, il doit révéler sa main à la place. Et ça fait combo avec la loupe juste avant. Oh, on peut démonter la main adverse avec Holmes. C'est un truc de malade. Élémentaire. Jouez cette carte face visible. Prédisez la valeur d'attaque de la carte de votre adversaire. C'est génial. Pendant le combat, si vous avez prédit la bonne valeur, annulez tous les effets de la carte de votre adversaire et ignorez sa valeur d'attaque. Oh, ah, mais j'ai trop envie de jouer Holmes aussi. C'est génial. Franchement, moi en plus le thème il me parle encore mieux que la boîte de base. Robin Hood et Bigfoot c'était super cool. Et pour le coup j'aime bien. Mais alors là, chapeau. La thématique est vraiment vraiment géniale. Bon, allez, on va pas tout lire. On fera une partie absolument. Ah là là, c'est ce jeu, mais je suis impressionné de comment il est simple, mais comment il est trop bien. Hop, ça, on a donc l'homme invisible. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait avec l'homme invisible? Il n'a pas d'acolyte. Tiens. 15 points de vie, corps à corps, déplacement de 2. Au début de la partie, après avoir placé l'homme invisible, placez les 3 jetons brouillard sur des cases de sa zone. Lorsque l'homme invisible est sur une case avec un jeton brouillard, ajoutez 1 à la valeur de ses cartes défense. Ok. L'homme invisible peut se déplacer entre 2 cases avec des jetons brouillard comme s'ils étaient adjacentes. Oh, d'accord. C'est génial. La grosse carte de l'homme invisible, patata 5, immédiatement. Annulez tous les effets de la carte de votre adversaire. Et après le combat, si l'homme invisible est sur une case avec un jeton brouillard, déplacez ce jeton brouillard sur une autre case. Il va être fort lui aussi. Vraiment, j'ai envie de jouer tous les héros pour l'instant. Dérobade. Après le combat, déplacez un jeton brouillard sur une case sans combattant,
puis placez l'homme invisible sur cette case. Ah ouais, d'accord. Ça va être de l'ultra-mobilité. Surgir du brouillard. Pendant le combat, si l'homme invisible a commencé son tour sur une case avec un jeton brouillard, la valeur de cette carte est de 5 à la place. À l'affût, après le combat, piochez une carte et choisissez un effet. Placez l'homme invisible sur une case avec un jeton brouillard ou déplacez un jeton brouillard de 3 cases au maximum. Ok, intéressant cette mécanique. Déplacer un jeton brouillard sur une autre case, on gagne une action. Règne de la terreur, si l'homme invisible est sur une case avec un jeton brouillard, infligez 2 dégâts à n'importe quel combattant adverse. Bim. Ok, infligez un dégât à un combattant adjacent. Si l'homme invisible est sur une case avec un jeton brouillard, infligez 3 à la place. Votre adversaire déplace ensuite un jeton brouillard de 2 cases au maximum. Ah ouais, quand même, parce que sinon... Ok, bon, bah écoutez, on va pas tout lire non plus. Celle-là est jolie aussi. Après le combat, votre adversaire peut choisir de se défausser de une carte. S'il ne le fait pas, vous pouvez déplacer chaque jeton brouillard, pas brillard, le syndrome Flesh and Blood, sur n'importe quelle autre case. Il y a un héros dans Flèche qui s'appelle Brillard. Ok, non mais franchement. Et pour terminer, Dr Jekyll. Alors, est-ce qu'on va finir cette boîte en beauté? Franchement, pour ma part, en termes de thématique, c'est l'extension que je préfère. Il y a vraiment des mécaniques qui ont l'air vraiment intéressantes. Après, est-ce que ça sera fort en comparaison des autres héros sortis? Je ne sais pas du tout. Alors, Dr Jekyll et Hyde, 16, corps à corps, déplacement 2. Commencez la partie en tant que Jekyll. Au début de votre tour, vous pouvez vous transformer en Jekyll ou en Hyde. Et en tant que Mr. Hyde, après avoir manœuvré, subissez un dégât. What the fuck? Ok. Dr Jekyll, Hyde. Et on a du tous, ok. Est-ce qu'on a un peu plus de cartes? Pas du tout. C'est très bizarre cette mécanique. Après le combat, déplacez Jekyll de 4 cases, ça tape à 4, ok. Après le combat, piochez autant de cartes que le nombre de dégâts qui vous a été infligé. Ouais, ok. Récupérez 2 PEV, piochez jusqu'à 3, conservez-en une et les autres sous le deck dans l'ordre de notre choix. Ok. Après le combat, déplacez-vous de 2 cases, transformez-vous en Hyde. Bah ouais, mais j'ai pas envie d'être en Hyde, moi. Un truc que j'ai pas compris, c'est pas possible. Je comprends pas. Après le combat, si vous avez remporté le combat, vous récupérez 2 PEV. Ah ok, il y a quand même pas mal de soins. Cas étrange, révélez la première carte de votre deck, infligez autant de dégâts que sa valeur de boost à un combattant adjacent. Ajoutez cette carte à votre main. Alors cette carte, c'est celle-là ou celle révélée? Ça doit être celle révélée. Ah, plutôt pas mal, hein. Ah, ça c'est des cartes Mr. Hyde d'ailleurs. Ah ouais, donc est-ce que ce sera que du dégât direct? Donc Hyde, pendant le combat, vous pouvez défausser les cartes du Dr Jekyll, ajouter 2 à la valeur de cette carte pour chaque carte ainsi défaussée. Ah ouais, ok. Retour à la maison, transformez-vous en Dr Jekyll. Ok. Mr. Hyde, refoulement. Après le combat, placez Hyde sur n'importe quelle case de sa zone. Transformez-vous en Jekyll. Le mal incarné. Placez Hyde sur n'importe quelle case de sa zone. Mr. Hyde inflige 2 dégâts à chaque combattant qui lui est adjacent. Ah ouais, d'accord. Donc il a quand même moyen de se déplacer sans manœuvrer et donc sans prendre son dégât. Et il y a énormément de dégâts directs qui sont générés par les cartes. Du coup, ouais, il y a quand même un truc assez intéressant. Dualité de l'homme.
pendant le combat, donc c'est jouable par tous maintenant, c'est une hybride attaque-défense. Pendant le combat, si vous êtes le docteur Jekyll et que vous jouez cette carte pour vous défendre, la valeur de cette carte est de 6 à la place. Si vous êtes Hyde et que vous utilisez cette carte pour attaquer, la valeur de... Ok. Ah, sympathique. Escarmouche, après le combat, si vous avez remporté le combat, choisissez l'un des combattants impliqués dans le combat et déplacez-le de 2 cases. D'accord. Polyvalente. Soit on est en Hyde et on se déplace soi-même pour pas se prendre le dégât et préparer le tour d'après. Ou alors l'autre il est un peu trop méchant et on l'éloigne un petit peu. Pourquoi pas. Et la petite feinte qui est commun un petit peu à énormément de decks. Et bah écoutez, c'est pas avec ça que je vais avoir du temps de libre. Vu tout ce que j'ai à tester, c'est vraiment super. Cette extension, franchement, elle a l'air vraiment cool. Vous voyez, limite, je suis plus emballé par l'extension d'Unmatch que Res Arcana. Alors qu'il y a un jeu vraiment que j'adore, mais beaucoup plus calculatoire. On doit compter vraiment ses ressources, ses actions. C'est vraiment un jeu de gestion, en fait. Avec comme moteur un deck de cartes, ultra minimaliste pour le coup. Enfin bon, bref, ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste que là, j'ai ouvert les deux jeux et je pense que je suis plus hypé pour jouer à Unmatched en premier, mais ce jeu est tellement simple, tellement rapide, tellement cool. Voilà. Et maintenant, dernière partie de cette petite vidéo, enfin petite qui fait déjà une grosse demi-heure, The Hunger. Alors, The Hunger, c'est le dernier jeu de Richard Garfield. Donc Richard Garfield, inutile de vous le présenter, le papa de Magic, Vampire, Netrunner, Robo Rally, Star Wars, Keyforge, etc. Depuis plusieurs années, alors à part Keyforge, il a arrêté un petit peu les jeux de cartes, en tout cas les jeux de cartes physiques. Il avait sorti 2-3 jeux vidéo, dont un dernier là, Soulforge, je crois, qui a l'air plutôt cool. Il se concentre, le papa Garfield, sur pas mal de jeux de plateau, qui sont pas tous ultra réussis. Je pense à Ghost, il y a une dizaine d'années, qui était franchement pas ouf. Bref, là il fait The Hunger. C'est un deck builder, un deck building game in-game, comme Star Realm, Hero Realms, Dominion, Ascension, Shard of Infinity, etc. Bref, vous avez compris, on démarre avec un deck de cartes minimaliste, pas très puissant, on va chercher à l'améliorer et à gagner, à jouer au jeu. Sauf que ce jeu-là, il est un petit peu différent des autres deck builders. D'habitude, dans les deck builders, alors sauf mauvais deck builder ou cas particulier, enfin mauvais, non, ça dépend. D'habitude, dans les deck builders, plus vous avancez dans la partie, plus vous achetez de cartes, plus vous faites grossir votre deck, et plus vous arrivez à créer des combos, des synergies entre vos cartes, et plus vous sentez que la puissance de votre deck augmente, et vous sentez qu'il y a voilà, ça s'emballe, votre deck fait de plus en plus de choses. Et ce jeu-là, c'est pas exactement ça. Donc c'est un jeu dans un univers un petit peu vampirique. On démarre d'un château. Je vais vous faire voir tout ça après. Hein. On va sortir du château, on va pouvoir voyager dans des forêts, dans des plaines. Il y a des cimetières, il y a des cryptes, il y a tout un tas de zones de jeu. Et tout au bout du plateau, il y a un gros cimetière où on peut choper une rose qui nous donne plus ou moins de points. Sur le parcours, on peut choper des options qui vont nous donner des points. Et le but du jeu, c'est de rentrer... donc la partie se fait en 15 tours, qui symbolise un petit peu la nuit, en fait. Les vampires sortent que la nuit. Et vous avez toute la nuit pour aller chasser des humains. Les humains vont vous rapporter des points de victoire. Et il faut malgré tout rentrer au château avant la levée du jour. Sinon, tout ce que vous avez fait durant la nuit, ça ne compte pas. Vous êtes totalement cuit au soleil et vous avez perdu. Donc il y a une notion de déplacement, de course, éventuellement de course pour être en tête pour choper la rose, mais une course au point aussi, etc. Mais vous ne pouvez pas non plus faire n'importe quoi parce qu'il faut rentrer au château. Et là où je disais que c'est pas réellement un deck builder, c'est que les humains que vous allez chasser, donc qui sont les cartes que vous achetez et que vous incorporez dans votre deck, elles ont rarement des effets. Alors elles en ont évidemment, mais les effets qu'elles vont vous donner, c'est pas des trucs à la Hero Realms
où vous sentez que ça fait des grosses combos, vous faites des gros trucs de ouf. Là, c'est plutôt l'inverse. Les humains que vous chassez vont avoir tendance à vous handicaper dans votre deck. Au début de votre tour, vous piochez 3 cartes, et en fait, vous jouez toute votre main. Et ce qui fait que dès que vous avez une carte morte sur les 3, ou même 2, ou voire même 3, ça vous handicape vachement, et plus vous avancez dans la partie, et plus vous allez voir que avoir trop d'humains, les chasser trop vite, ça va vous ralentir, et vous ne pourrez plus faire grand chose. Alors, on va regarder le jeu. Le matos est prolifique, il y a vraiment beaucoup de pions, beaucoup de cartes, il y a un super plateau. Le plateau est recto verso, il y a un mode familial et un mode normal. Le mode normal, vous n'avez pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas rentré avant l'aube, vous avez totalement perdu. Le mode familial, vous n'êtes pas obligé de rentrer pile poil dans le château, vous pouvez être dans une zone de jeu légèrement à votre château, vous serez pénalisé, mais au moins vous n'aurez pas perdu. Alors, voici le plateau. Tac. Il est vraiment bien détaillé. Je trouve qu'on est bien immergé. Il y a plusieurs chemins possibles. Donc, vous allez démarrer ici du château. Vous voyez les cases ici. Tac, 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 tac. On suit. Tac, tac, tac. Premier point de bifurcation. Soit on passe par là. Tac. Là, vous passez par la flotte qui sert à faire tout le tour et vous recollez le chemin ici. Ou alors, vous, au lieu d'aller par là, vous allez par là, clac, 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 point de bifurcation. Soit vous allez comme ça, vous recollez ici avec le chemin de la flotte. Soit vous allez comme ça, la bifurcation. Soit vous recollez là. Là, le chemin, tac, 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 vous le continuez, il va jusqu'au cimetière. Ou soit vous passez par là et vous recollez les morceaux. Donc il y a plusieurs chemins possibles, il y aura des fois des égalités entre les joueurs, et suivant le chemin où vous êtes, il y aura des joueurs qui auront la priorité ou non. Donc vous allez sortir du château. Au début on ne peut pas chasser les humains là-dedans, on peut les chasser qu'un petit peu plus tard. Vous faites ce que vous voulez sur le plateau, il y a des options de jeu, ça donne des actions un petit peu spécifiques. Les cases rouges, c'est relié à des cimetières où il y a des cartes missions face cachée qui vont vous donner des bonus pour faire des combos. Cette case-là, ça donne des options particulières. Vous avez des cartes qui sont planquées ici. Là, le cimetière final, c'est là où vous avez les cartes de rose qui vous donnent beaucoup, beaucoup de points. Voilà, sur le plateau, il y a des effets de jeu. Il y a aussi ces cases-là. Tac, 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 qui sert à digérer des humains. Je vous le disais il y a quelques instants, c'est pas un vrai deck builder dans le sens où les cartes que vous allez acheter majoritairement vont vous embêter, vous alourdir. Et les cases de digestion, c'est justement pour digérer les humains que vous avez chassés et pour alléger votre deck. C'est-à-dire que quand vous allez arriver sur la case, vous pourrez digérer un humain. Vous prendrez un humain qui est dans la poubelle, ou je sais plus où exactement, dans la poubelle je crois, dans la main aussi peut-être, et vous allez glisser sous votre plateau de jeu. Ça ne sera plus dans votre deck, donc ça va plus vous ennuyer quand vous ferez tourner votre deck, piocher, jouer, etc. Par contre, les cartes, elles ne sont pas perdues, elles seront quand même comptabilisées pour les points de victoire en fin de partie. Donc ça, moi, c'est une mécanique d'épuration que j'adore dans tous les deck building games. Ça permet d'accélérer la vitesse de rotation. Et je trouve ça cool qu'ils aient fait ça comme ça. Alors, on a ensuite des petits plateaux de jeu qui servent à pas grand chose honnêtement. Ça va être le marché. Vous allez avoir les cartes d'humains qui vont se stacker comme ça sur un quadrillage. Ça permet de bien les ordonner, les visualiser. Et là, ici en haut, on va avoir le compte tour de la partie. Ici, on va avoir le coût d'achat des cartes. En fait, vous allez mettre comme ça les humains. Et la première case, ici, les cartes, si vous voulez les acheter, elles coûtent 3. Et à la fin du tour complet des joueurs, on décale les cartes vers la gauche.
s'il y a encore une carte à déplacer, hein, s'il n'y en a plus, on décale rien. Et quand les cartes arrivent dans la seconde case, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais elles ne coûtent plus que 2. Et ensuite, si elles n'ont pas été achetées, à la fin du tour commun de tous les joueurs, on déplace les cartes sur la dernière case finalement. Et la dernière case peut avoir plusieurs cartes. C'est-à-dire que toutes les cartes qui n'auront pas été achetées, elles vont glisser et toutes s'accumuler dans le fond. Et là, ce qui est fort, c'est que les cartes, elles vous coûtent que 1 de thunes. Et en plus, vous récupérez toute la case. Donc ça, c'est le phénomène d'achat, un peu comme Hero Realms et compagnie. Vous allez avoir des cartes en main. Alors, c'est le bordel hein, dans la boîte. Je ne vais pas tout vous faire voir. Mais, hop, je vais vous faire voir un petit peu l'essentiel. Les cartes que vous allez avoir dans votre deck de départ, c'est pas des humains, c'est des cartes comme ça de votre personnage en gros. Elles vont vous donner une vitesse ici, donc là moi j'aurai 3 de vitesse. La vitesse ça sert à quoi? Ça sert à se déplacer de une case par vitesse. Donc si par exemple j'ai 3 en vitesse que je suis là, bah, je peux faire 1, 2, 3. Par contre si je veux me déplacer de 0, je reste là. Je conserve ma vitesse. Et la vitesse me sert à acheter les cartes. Donc si j'avais 3, je me déplace de 0, je peux acheter une carte à 3. Imaginez par contre que cette carte était là. Bah, je vais me déplacer de 1, hop, de là à là. Il me reste 2, avec 2, je peux acheter ça. Donc voilà, il y a déjà un phénomène assez intéressant, c'est que vous utilisez vos cartes soit pour vous déplacer, soit pour acheter, soit pour les deux. Il y a une gestion un petit peu de l'ensemble, où vous allez devoir vous déplacer sur le plateau, c'est un petit peu une course. Et vous allez devoir aussi acheter, parce que bah, les cartes que vous achetez, hop, ça vous donne des points de victoire. C'est-à-dire qu'au moment où vous chassez l'humain, là, il va vous donner 3 points de sang. Vous avez une piste de score, on démarre tous à 0. Là, j'ai gagné 3 points de sang, 1, 2, 3. Et bam, vous allez cumuler vos points. À la fin de la partie, donc à la fin des 15 tours, on crédite en fait ces points de sang, points de victoire, que si on est rentré au château. Et dans la version famille, on peut se permettre d'arriver qu'à ces cases-là. Par contre, on aura un malus, moins 5, machin. On a quoi dans la boîte? Donc, on a des plateaux de joueurs. Tac. Des petits plateaux de joueurs comme ça. Avec son personnage. La zone de jeu, donc c'est les cartes qu'on joue. Sa défausse. Son deck. La digestion, donc c'est là où on va glisser les humains. Donc imaginez, j'avais chassé cet humain qui m'embêtait dans mon deck. Hop, quand je le digère, on le met en dessous. Et voilà. Les cartes qu'on a dans son deck, que ce soit les humains qu'on chasse ou les cartes d'origine. Alors les cartes d'origine, on en a plus, hein, c'est juste un peu le bordel dans la boîte là. Mais il y a des effets de jeu divers et variés. Vous avez une chasse supplémentaire, parce que normalement c'est limité à une chasse par tour. Ou alors quand vous êtes sur un puits comme ça, également vous avez une chasse additionnelle. Là vous avez quoi? Vous pouvez défausser une carte pour piocher une carte, puis défausser une carte pour piocher une carte. Ok. Là c'est quoi? Vous pouvez défausser une carte pour piocher une carte. Donc vous voyez, il y a déjà quand même un premier phénomène pour essayer de ne pas être trop handicapé par les humains que vous avez chassés et qui seraient dans votre main. Vous pouvez défausser, repiocher, machin. Voilà, il y a quand même déjà des petits combos. Il y a les cartes ici qui appartiennent à certaines couleurs, certaines tribus, on va dire, qui combattent avec plein d'effets de jeu. Là, pareil, il y a des icônes qui se déclenchent au moment où la carte est chassée. Il y a plein d'effets de jeu divers et variés. C'est un jeu qui est assez complet au niveau des effets. On a une chiadée de tokens. Ça, c'est des petits trésors qu'on va pouvoir récupérer, qui seront un petit peu planqués comme ça sur le plateau. On a énormément d'humains. Vous avez un gros deck comme ça, donc il y a un renouvellement des parties qui est quand même assez présent. Là, c'est quoi? C'est les cartes roses. La fameuse carte qui vous donne pas mal de points de victoire. Il y a 3 roses différentes. Donc voilà. Là, c'est les cartes de départ des joueurs. Bon, bref, je ne vais pas vous faire voir. Il y a beaucoup de cartes. Il y a pas mal de pions, les pions des joueurs, etc. Là, c'est toutes les petites tuiles missions. Hop, qui vous donnent des... J'ai du mal à faire la mise au point aujourd'hui.
qui vous donne bah, voilà, des points de victoire. C'est les missions secrètes, donc c'est cool, les joueurs savent pas trop ce que vous êtes en train de faire. Hop, bref, c'est un jeu qui est pas trop compliqué. Il a l'air un peu compliqué au début. Et puis, après, il est compliqué parce que moi je joue qu'à des jeux minimalistes, super rapides, super simples et tout. C'est vrai qu'il y a un petit peu de texte dans la règle, il y a pas mal de petites options, il y a pas mal d'icônes, il y a pas mal de choses. C'est un jeu qui est franchement assez complet. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu-là? Alors, déjà, est-ce que je suis objectif? Parce qu'un jeu de Richard Garfield, forcément, je pars avec un a priori qui n'est pas forcément bien objectif. Hein. J'ai fait que 2 parties, comme je le disais tout à l'heure, de ce jeu-là. La première partie, je me suis amusé. C'était loin d'être mauvais. Et puis, j'ai trouvé ça même plutôt cool. Et j'avais qu'une seule envie, c'est de refaire une partie. Sinon, j'aurais même pas voulu en refaire une autre. Il y a un truc quand même qui m'a dérangé, mais c'est pas vraiment un défaut de ce jeu-là. C'est un petit peu le lot commun de tous les jeux de ce type-là qui tentent de mélanger deck builder avec jeu de plateau. Alors vous allez me dire, il y a Clank qui existe, qui fait ça très bien. Je suis d'accord. The Younger le fait très bien. C'est pas du tout un défaut, hein, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Mais pour ma part, les deck builders, pour moi, c'est le deck, on joue les cartes, etc. Et autant je trouve intéressant des deck builders qui essayent d'apporter une surcouche de règles pour faire autre chose. Il y avait Ion Zen pour moi qui était un petit peu à la limite. Mais dès qu'on a un vrai plateau à côté, pour moi, c'est plus trop un deck builder, plus trop un jeu de cartes. C'est un jeu de plateau dont une des composantes pour le faire tourner et une mécanique de deck building. Il y a des jeux qui intègrent la mécanique du deck building au jeu de plateau d'une manière très rapide, très minimaliste, mais des jeux quand même comme Clank ou celui-là, la partie deck building elle est vraiment présente quand même malgré tout, et la partie plateau très présente aussi malgré tout. Et on se retrouve finalement avec 2 jeux à la fois. Et pour moi, qui n'aime pas les parties longues, qui aime bien les trucs assez simples, directs et tout, je trouve que le jeu il est trop étoffé. J'ai du mal à me concentrer sur la partie carte purement parce qu'il y a la partie plateau qui me distrait. J'ai du mal à me concentrer sur la partie plateau parce qu'il y a la partie carte qui me distrait. Et justement, moi je trouve que c'est plutôt un signe de qualité. Hein. Mais pour ma part, je préfère quand les jeux c'est soit l'un, soit l'autre et un petit peu plus minimaliste. Là finalement, ça en fait quand même un... C'est pas non plus un Terraforming Mars, un Site, Agricola ou les gros jeux de ouf, hein, loin de là. Hein. Mais c'est pas non plus un petit jeu, c'est pas un jeu familial, hein, c'est quand même un jeu assez expert. Malgré tout, la deuxième partie qu'on a fait, je l'ai gagnée, je crois, donc c'est peut-être pour ça que j'ai vachement aimé la deuxième partie. Mais non, vraiment, ça m'a bien plu, j'ai envie d'y rejouer. Mais dites-vous bien que c'est voilà, plus un jeu de plateau qui utilise une mécanique de deck building, décidément. Et encore, la mécanique de deck build, elle n'est pas aussi nerveuse et aussi jouissive que des Orims, etc. Justement parce que quand vous achetez des cartes, vous pénalisez vous-même en fait, vous alourdissez, vous ralentissez votre progression. Voilà, du coup, est-ce qu'il vaut mieux pas essayer de ne pas s'amuser à faire trop de chemin, à faire trop la course, vous restez dans votre coin, près du château, potentiellement près d'une source de digestion, où vous focalisez sur la couleur, parce que les zones de digestion, elles sont par couleur, vous avez la blanche, la jaune, la bleue, vous restez sur la première zone de digestion, c'est la jaune, je crois, ou la blanche, qui est plus près du château en tout cas, vous achetez que des persos blancs, vous les digérez, vous revenez au château. Je sais pas, j'ai l'impression que la mécanique de plateau, elle est moins payante que certains autres trucs, mais là, j'ai pas du tout assez joué encore. Et en tout cas, ça demande à être rejoué, et je pense que c'est plutôt un bon jeu, dans le sens où on sent qu'il y a quand même plusieurs pistes possibles. Il y a quand même les 2 aspects que je vous disais, carte et plateau. Puis je sais pas, il y a un petit goût de reviens-y, l'ambiance est cool, c'est joli, c'est sympa. Donc non, pour moi plutôt une réussite, hein, vraiment.
Voilà. Super jolie la boîte hein, aussi. Regardez-moi ça. The Hunger du papa le dieu Richard. Puis des élus, voilà, c'est des vampires, mais dans le côté un petit peu gentillet, quoi. C'est pas Vampire The Eternal Struggle. Voilà, voilà. Bah écoutez, une vidéo quasiment d'une heure pour quasi rien dire. J'espère que malgré tout, ça vous a plu. Bon, c'était toujours cool en tout cas de venir vous voir, de vous présenter un petit peu les nouveautés, enfin une partie des nouveautés. Hein. C'est 5% des jeux de plateau qu'on a reçus depuis quelques semaines. Mais en tout cas, voilà, c'était des jeux quand même, des jeux de cœur que je voulais vous faire voir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Il y a toujours, je crois, 60% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais je sais qu'il y a des vidéos qui parfois sont mal référencées par YouTube. Le fait de vous abonner et de cocher la petite cloche, bah, au moins vous loupez pas de vidéo. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. Des bisous. Salut.